Bien, bien, bien. Alors, mesdames, messieurs, très chers amis, connus pour la plupart d'entre vous, et de qui je fais connaissance cet après-midi. En tout cas, très, très grand merci d'avoir été venus si nombreux par ce jour de vacances, de congés, de printemps. Alors, effectivement, venir m'écouter sur un sujet aussi complexe, pas compliqué, mais complexe, que celui de l'identité juive. Merci aussi, bien entendu, à la pensée des hommes qui a eu l'amabilité de songer à votre serviteur pour venir parler de ce sujet, effectivement, qui est un petit peu à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que la presse, la radio, le monde que nous voyons autour de nous, nous envoie quand même un petit peu vers la réflexion sur ce sujet, en d'autres termes, de savoir qui est juif, qu'est-ce que c'est être juif, qu'est-ce que donc cette identité juive, pour autant qu'elle existe, et pour autant qu'il soit possible simplement de cerner cette notion. Et je dirais, pour ma défense par anticipation, que ce que la pensée des hommes me demande cet après-midi, je ne vous dirai pas le temps originel qui a été fixé pour ça, c'est une gageure, une véritable gageure, d'essayer, on m'avait proposé 30 minutes, ça va devenir 1 heure, ou à peu près, ou un peu moins, mais d'essayer en un temps si court, effectivement, de cerner les contours, je dis bien les contours, de ce qu'on appelle la judéité. C'est un thème de sociologie inventé par Albert Memmi, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, ce sociologue éminent, alors que, dans la réalité, en tout cas, ma réalité à moi de professeur et dans mes cours, je mets 4 heures au minimum à mon public d'étudiants pour essayer d'expliquer cette notion. C'est vous dire que, de toute façon, l'exposé de cet après-midi me condamne à surfer, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, à surfer sur la crête d'une vague qui est agitée, c'est une vague très agitée d'ailleurs, agitée depuis 2000 années, même derrière nous, 2000 années d'histoire ancienne et de 75 années, au moins, dans les années récentes, depuis la création de l'État d'Israël. Il faudrait donc aussi, s'il vous plaît, que quelques mots tout à l'heure, au milieu à peu près de mon exposé, pour autant que j'y arrive, hein, tout dépend de la vitesse aussi à laquelle nous pouvons progresser. Il faudra aussi, bien entendu, que je vous parle de l'identité israélienne, qui n'est pas nécessairement l'identité juive. Ne fût-ce que, pour une raison extrêmement simple, c'est que dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, il y a des Israéliens qui sont les uns musulmans, les autres chrétiens, donc ils ne sont pas juifs, et leur identité n'est pas l'identité juive, mais une identité israélienne, dont il faudra peut-être essayer de saisir aussi les contours, mais ce sera pour tout à l'heure. Et donc, il faut aussi un peu fixer les mots, si vous le voulez bien, en l'occurrence, les mots que nous allons employer. Bon, bien sûr, le mot judaïsme, il est connu, mais il est d'une ambiguïté réelle, parce que dès que je dis en judaïsme, à quoi est-ce que je fais allusion? À la religion, à la culture, à l'histoire, c'est difficile. Alors, il y a un terme, et je viens de le prononcer tout à l'heure pour commencer, qui a été créé par Albert Memmi, il y a 30-40 ans de cela à peu près, la judéité, qui est cette espèce de coupole, n'est-ce pas, sur laquelle on peut placer, sans trop risquer de se tromper, un certain nombre d'éléments qui peuplent l'univers du monde juif, pour le dire comme ça. Et donc, c'est de judaïté que nous parlerons plutôt que de judaïsme, quoiqu'à certains moments, j'userai aussi d'un mot très proche, qui n'est pas le même, de judaïté avec un A, qui renvoie quand même un petit peu plus peut-être vers la dimension spirituelle ou religieuse que judéité, qui est vraiment la grosse coupole sociologique de la notion. Donc voilà effectivement ce qu'il faut dire et avoir à l'esprit, bien sûr, en commençant. Et d'autre part, il faut savoir aussi que la question de base est bien celle que j'ai dit tout à fait en commençant. Qui est donc juif? Une question posée comme ça. Et de quoi donc est faite cette identité juive, pour autant qu'il soit possible de la déterminer? Je ne sais pas si je l'ai apporté. Oui, j'ai ici dans ma serviette, il y a juste un monsieur qui arrive, c'est parfait, c'est le moment d'attendre qu'il arrive. Voilà, bonjour, venez. Oui, nous restons assis, tout à fait. J'ai ici sous le coude ce livre remarquable écrit il y a quelques années déjà par mon ami Eliezer Ben Raphaël, qui est sociologue, éminent sociologue israélien, et qui a composé, une introduction importante de lui, cet ouvrage où il a aussi soumis à 50 sages de toute appartenance, de par le monde d'ailleurs, la notion de savoir qu'est-ce que c'est donc être juif. Voilà. Je ne vais pas faire dans mon exposé le résumé de son livre, mais c'est pour vous dire que moi je vous réduirai à la partie congrue, étant donné les conditions dans lesquelles il faut que je parle de tout ça, mais il y a un livre excellent qui vraiment brasse largement ce sujet, c'est celui de Ben Raphaël, de qui je ne fais pas la publicité, mais quand même, il le mérite certainement. Et donc, voilà effectivement l'objet. Et donc, si vous voulez bien, il faudra définir rapidement ce qu'on entend par l'identité juive, mais en bonne technique,
je crois, ça c'est le vieux prof qui parle. Il faut peut-être d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par identité. En tout cas, qu'est-ce que moi je peux entendre par identité. Après quoi, en termes plus généraux, ensuite essayer de mettre sous cette coupole-là ce qu'on entend par cette identité juive, pour autant qu'elle soit, à condition qu'elle soit saisissable. Alors, vous savez, la notion d'identité, tout à fait en général, et je dirais même, en anticipant un tout petit peu, pour le monde juif, bien entendu, c'est la question de savoir ce qu'un individu, ce qui fait qu'un individu peut se dire juif ou être défini par les autres comme juifs, ces autres étant d'autres juifs éventuellement, ou des non-juifs, bien entendu. Et donc, effectivement, ce que je disais il y a une seconde, j'y reviens maintenant, l'identité, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si on s'est jamais interrogé sur le mot, mais il vient du latin. Et en fait, c'est un mot qui est issu du latin idem qui signifie le même. Et donc, l'identité, finalement, pour en donner une définition peut-être un peu simplifiée, mais opératoire pour nous, ce serait donc l'identité de quelqu'un ou de quelque chose. Je vais mettre de côté le quelque chose. Je peux aussi essayer de trouver l'identité chimique, vous comprenez, de ce objet que j'ai devant moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, voilà l'individu. C'est ce qui permet éventuellement, quand même, de considérer qu'un être vivant est le même qu'un autre être vivant. C'est-à-dire la possibilité de regrouper ces êtres sous un même concept. Ici, ce sera la judéité ou la judaïté, on verra. L'identité permet aussi, d'ailleurs, l'inverse, c'est-à-dire de différencier une personne ou une chose des autres personnes. Mon identité n'est peut-être pas nécessairement celle de mon voisin, et même certainement pas, puisque nul d'entre nous n'ignore que même si nous nous ressemblons, nous sommes tous tirés à un seul exemplaire. Il n'y a pas deux exemplaires et jamais il n'y aura deux exemplaires du même. Dans un exposé que j'ai fait un peu ailleurs, ça me revient maintenant à la tête, je le dirai quand même, ma pauvre mère de mémoire bénie avait une phrase qu'elle répétait sans cesse dans sa vie. Elle disait ceci: « Ah, si seulement », faisant allusion à M. Schicklgruber, le vrai nom de Hitler s'appelait Schicklgruber, mais Heil Schicklgruber essayait toujours. Hein, voilà. Et elle disait ceci: « Ah, si seulement sa mère avait choisi ce soir-là d'aller au cinéma. » Peut-être que... Et c'est vrai, j'ai posé la question à des spécialistes de la question, et ils ont tous dit que non, d'un coït à un autre, appelons une chose par leur nom, on ne fera jamais le même enfant. Jamais, 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 jamais. Nous sommes tous uniques, bien entendu. Et donc, c'est la question, évidemment, donc, de l'identité qui permet de montrer les ressemblances, de regrouper dans un groupe, ou au contraire de différencier certainement. Et pour comment se donner une idée, il faut quand même bien songer à ceci. Je me ramène à moi-même, vous pouvez le ramener à vous-même si vous le souhaitez aussi, c'est selon ce que vous entendrez. Mais finalement, quand on essaie de penser à soi sous specie aeternitatis, dans l'éternité, dans l'infini, qu'est-ce que nous sommes? Une poussière de poussière de poussière. C'est écrasant de le penser. Donc nous essayons quand même de nous dire un petit peu à nous-mêmes et aux autres ce que nous pourrions être, qui nous sommes. Alors je vous donne une liste comme ça. Ben moi je suis quoi? Je suis un être humain, européen, pas américain, fils de un tel et pas un autre, de sexe masculin, je ne parle pas de genre qui est une... Hein, de sexe masculin, oui, voilà, j'assume, voilà, oui. Rose porcelet, parce que le blanc n'existe pas, nous sommes roses petits cochons, regardez vos mains, personne n'est blanc, nous sommes tous roses petits cochons. Nous sommes roses petits cochons, évidemment, belges, en l'occurrence, bruxellois, forestois, du troisième âge, ben oui, j'assume aussi, intellectuel plutôt que non, juif, tiens, aussi par hasard, et c'est un ensemble de facteurs qui me permettent à moi d'imaginer peut-être que je suis moins que cette poussière inidentifiable, parce que je suis toujours cette poussière, mais je donne une identité à cette poussière qui me permet en tout cas de me sentir, moi en tout cas, un petit peu mieux. C'est une véritable traque, évidemment, d'identité, et qui repose sur des référents identitaires. Je viens de vous en citer quelques-uns en les renvoyant à moi-même, mais plus généralement, pour parler en termes plus élaborés, ce sont des référents sociaux, culturels, communautaires, religieux, collectifs, évidemment, et qui repose sur, et je reprends cette fois-ci en liste, mais ce que je viens de dire en renvoyant à moi-même, de nationalité, de langue, histoire d'origine, histoire d'attachement, de symboles auxquels je suis attaché, de coutumes que je pratique, de valeurs auxquelles je suis attaché aussi, qui me font agir d'une façon ou l'autre, des vêtements, un string, pour qu'est-ce que mettre un chapeau de fourrure en été, pourquoi pas, ça me signale quelque part, ou un vêtement extrêmement sombre, noir,
noir, ou ne pas mettre de cravate comme les pieux le font. Il y a des manières, effectivement, de mettre une kippa, de couvrir ma tête, ou de découvrir ma tête, de mettre, si je suis musulman, ou juif pieux, un foulard, ou bien un stream, enfin pas un stream, non pas un kippa, donc oui, c'est ça, voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. En d'autres termes, ces référents sont quoi? Sont des moyens importants de reconnaissance qui contribuent, parce que c'est un rôle, qui contribue à quoi? Contribue à la cohésion et, pense-t-on, et espère-t-on, parfois, à la pérennité d'une communauté. N'est-ce pas? Parce qu'évidemment, on peut supposer que si je pratique tout ça, si j'utilise ces signes de reconnaissance par les autres et pour moi-même, je transmettrai et que nous demeurerons. C'est ça l'idée, naturellement. Mais c'est aussi, évidemment, on le sait bien, une source parfois de tensions importantes entre communautés qui ont des référents différents. Moi, mes références ne sont pas les mêmes. Et si mes références ne sont pas les mêmes, est-ce que je suis quand même de ton groupe? Est-ce que tu m'acceptes dans ton groupe? Vous voyez un petit peu, je caricature, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand effectivement on arrive au conflit, il faut introduire une autre notion qui est importante aussi, dont nous parlerons occasionnellement et tout à l'heure, je le pense, qui est celui de l'identitarisme. L'identitarisme, ce n'est pas un synonyme d'identité. Et l'identitarisme, comme tous ces termes en isme, judaïsme, christianisme, socialisme, communisme, tous ces termes en isme sont des idéologies, bien entendu, et l'identitarisme aussi relève d'idéologie. Et c'est une démarche, si vous voulez, qui définit telle idéologie, et je reviens un petit peu en boucle à ce que je viens de dire il y a 2 secondes, qui se réfère à une idéologie qui revendique pour un groupe humain, ou un peuple éventuellement, une identité censée lui garantir, et pardon de me répéter, sa permanence à travers le temps. Alors, ne parlons pas nécessairement des Juifs, prenez le monde des nobles, par exemple. La noblesse est réticente et frileuse à l'introduction de la roture, parce qu'elle craint effectivement de ne pas pouvoir se perpétuer dans sa vision, dans ses comportements, dans sa signification, qui est celle d'appartenir au groupe des nobles. Donc les mariages avec des roturiers, c'est pas toujours bien accepté. Quand ça arrive, dans les journaux, on parle tel roi, tel prince a épousé une roturière. Et c'est pas anodin non plus. Voilà. Et pour le judaïsme, c'est la même chose. Et pour le résumer en une phrase, c'est la question de savoir de rester juif. Comment faire pour, à travers le temps, rester juif? C'est évidemment en se référant à ces éléments-là. Mais, et c'est là que l'identitarisme peut devenir délicat quand même, c'est que l'identitarisme fixe aussi des individus ou des collectivités d'individus dans une identité. Dans une identité qu'on dira principale, qu'on espérera homogène, qui sera peut-être une identité fermée, mais quand on dit une identité fermée, ça veut dire que cette identité fermée exclut ce qui ne correspond pas au référent, d'où les conflits. Et on va parler de conflits dans un moment, bien entendu. Donc vous voyez un petit peu à quel point cette question que la pensée des hommes me demande de traiter rapidement est déjà, sans même avoir abordé la matière elle-même, d'une complexité assez effrayante. J'explique ces choses aux étudiants, mais c'est pas en 3 minutes ou 4 avec mon œil rivé sur l'horloge et la vitesse à laquelle j'essaie de tout vous dire en même temps, mais en prenant le temps, bien sûr, ce qu'il faudrait faire. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous viendrez un jour à mes cours, et là, nous passerons beaucoup d'heures ensemble sur le même sujet. Mais donc maintenant, il faut aborder la matière pour laquelle on me demande d'intervenir, c'est-à-dire de voir en fonction de ce que je viens de vous expliquer, comment se décline, comme une déclinaison scolaire ou grammaticale ou linguistique, comment se décline, dans le cas des Juifs, cette question effectivement de l'identité. Je voudrais ici rappeler ou signaler un auteur américain que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Boyarin. Et Daniel Boyarin est un grand auteur, un grand talmudiste, et un homme aussi très moderne dans sa pensée sociale et sociologique. Et Boyarin a écrit ceci à propos de la question que je viens de vous évoquer dans ces dans les grandes lignes d'abord, c'est qu'il dit ceci: la judéité, j'annonce le programme, la judéité perturbe toutes les catégories d'identité, car elle n'est ni nationale, ni généalogique, ni religieuse, mais tout à la fois. D'où le problème, évidemment. J'en parle à mes étudiants, et c'est là évidemment que ce tout à la fois devient extrêmement long et complexe à dire. Bon, alors la question de l'identité juive, et je dis bien le mot, nous allons essayer,
Je ne garantis pas que nous réussirons. Nous allons essayer de cerner le sujet. Donc, en d'autres termes, la question est qui est juif? Voilà, qui est juif? Alors, on dira peut-être en termes de définition plus générale, pour être enveloppant d'abord à l'extérieur, puis essayerons d'entrer dans le sujet, et peut-être, éventuellement, juif, une personne pour qui son judaïsme ou sa judéité est une composante importante de sa personnalité. Et on va essayer, sur cette base-là, de catégoriser un petit peu. Alors, évidemment, je n'ai pas l'occasion ni la volonté ici de vous faire tout le panel, tout l'arc-en-ciel de la judéité. Vous savez très bien qu'il va de l'ultra-orthodoxie, c'est-à-dire de l'observance maximale, c'est-à-dire que moi j'appelle dans un jargon à moi l'hyper-orthopraxie, jusqu'au libéralisme, à la réforme, même la réforme qui est débordée aux États-Unis par le reconstructionnisme, afin quoi il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Mais ça fait une palette d'une douzaine de couleurs différentes. Je ne ferai pas ça. C'est pas possible ici dans ce cadre. Mais on va quand même essayer d'aller aux extrêmes. Alors, à l'extrême, à ma gauche, l'orthodoxie. L'orthodoxie, alors pour un orthodoxe, je dis évidemment des choses que la majorité d'entre vous connaissent bien, mais il faut les répéter, eh bien, est juif, qui est né de mère juive et qui ne s'est pas converti à une autre religion, parce que, comme vous le savez peut-être, et je l'ai évoqué dans certains cours que j'ai donnés à certains d'entre vous qui me font l'amitié de revenir, il s'est passé dans les années 56 un procès, il y a eu un procès en Israël, dont j'ai évoqué rapidement le sujet en 2 petits mots. C'était un juif français qui, dans sa jeunesse, s'était converti au catholicisme, qui est devenu prêtre catholique, mais qui, après la guerre, a décidé d'aller vivre en Israël comme prêtre catholique. Et donc, il a exigé, une fois qu'il est monté, qu'il a fait son alia, que l'État d'Israël le reconnaisse immédiatement en application de la loi du retour comme israélien. Donc, application immédiate, obtention immédiate de la nationalité. Et l'État israélien dit, non. Il refuse. Il est allé en appel, en premier tribunal, en deuxième, finalement, à la Cour suprême. Et la Cour suprême d'Israël a dit qu'effectivement, ce monsieur est bien né juif. Mais comme il s'est converti, pas par la force, c'était avant la guerre, pas par la force, pas pour se cacher d'une persécution, mais parce qu'il a changé de définition spirituelle de lui-même vers le catholicisme, il ne pourrait pas devenir israélien immédiatement, il faudrait qu'il passe par la voie de la naturalisation ordinaire, ce qui lui a été accordé par la suite. Mais à partir de cette décision de la Cour suprême, il était entendu, effectivement, que pour être juif, dans cette vision identitaire-là, il faut être né de mère juive et ne s'être pas converti librement, entendons-nous bien, à une autre forme de religion. Mais le problème, c'est que cette définition-là des choses, mes chers amis, très chers amis, c'est la fixation juste d'un statut. C'est un statut et non la fixation d'un degré de conscience que l'on peut avoir. Regardez ce prêtre dont je viens de vous parler, il tombe hors du statut, c'est évident, mais dans sa conscience profonde, il se sentait parfaitement juif, tout en étant catholique, prêtre catholique, et c'est ce titre-là qu'il demandait, évidemment, de devenir israélien. Vous comprenez? Et donc, cette définition était une définition purement statutaire et qui n'est pas la mesure, si vous voulez, d'une conscience interne d'appartenir au monde juif, et ce n'est donc pas effectivement l'idée de relever de critères d'identité juive, comme on vient de dire. C'est une définition donc des orthodoxes qui veulent qu'effectivement soit juif, ce que je viens de dire, né de mère juive et non converti à une autre religion, est battu en brèche. Il est battu en brèche par, je vais immédiatement à l'autre bout de la planète, si en quelque sorte, oui, jusqu'en Amérique, bien sûr, par les courants libéraux, et je dis les courants parce qu'il y en a plusieurs, les courants libéraux, qui voudraient l'élargissement de ce critère, jusque même à accepter, à l'extrémité de la chose, que quiconque se veut juif, se sent juif, puisse être considéré comme, effectivement, identitairement juif. Et si c'est trop large, parce que c'est l'objet de toute une négociation, eh bien, d'admettre la judéité uniquement par le père, parce que vous savez qu'il y a des problèmes de ce type-là, effectivement, puisque, je ne fais pas la leçon là-dessus parce que je n'ai pas le temps, quand vous regardez la Torah, la transmission est patrilinéaire. Faut-il rappeler, je ne sais pas, pourquoi c'est devenu matrilinéaire? Tout le monde le sait, quasiment. Non. Je vois, certains disent oui, d'autres disent non. On va le rappeler extrêmement vite. La Torah est patrilinéaire. Donc on est monsieur ou madame, fils ou fille de monsieur un tel. Mais la situation a changé au moment où l'Empire romain, évidemment, a mis la main sur la Judée. Et vous savez quand même que l'Empire romain, c'était une espèce de mastodonte
incroyable, impossible à gérer si ce n'est par la force des armes. Pas de radio, pas de télévision, pas de route, pas de chemin, comment voulez-vous? Et par la force des armes. Donc, en fait, l'Empire est en guerre en permanence. Or, nul d'entre nous n'ignore que le soldat, lorsqu'il a fait son boulot, parfois son sale boulot, le soir, il a droit au repos de guerrier. Et le repos de guerrier, c'est quoi? C'est de coucher avec celle qu'il trouve et violer. C'est comme ça. C'est même tellement comme ça, parenthèse de la parenthèse, qu'en 1945, lorsque l'armée russe a libéré Budapest, il a été donné aux soldats russes, dont beaucoup étaient tombés, l'autorisation de violer librement pendant 3 jours. C'est le repos du guerrier. Ça appartient aux guerriers. Voilà. Or, il se fait que beaucoup de situations comme ça se sont présentées. Imaginez un couple, un homme et une femme d'une fidélité absolue. Mais le soldat romain qui est casqué, qu'on ne voit pas le visage, qui n'a pas de nom, qui passe sur le corps de la femme et qui la rend enceinte, et qui s'en va, on ne le verra plus jamais. De qui est l'enfant? L'enfant est-il du soldat romain ou du père? Impossible de le savoir. Et donc, il a été entendu, venez chère madame, il a été entendu que dans ces conditions-là, pour que l'enfant ne soit pas dans une situation douteuse, de bâtard peut-être, effectivement, la formule est bien connue, n'est-ce pas? La paternité n'étant jamais qu'une très haute opinion. Bon, pour nous, ça a changé depuis quelques années, mais en fait, avec une très haute opinion, la maternité est une certitude. Et donc, les rabbins ont choisi que ce soit la certitude qui détermine l'appartenance, et j'ai bien prononcé le mot appartenance, de l'enfant. Je signale aussi, mais c'est l'objet d'un autre cours, qu'on retrouve des dispositions analogues dans le droit romain de l'époque. Donc il y a peut-être bien eu, emprunt par les rabbins aussi, d'une notion déjà en cours dans l'Empire. Mais c'est une autre histoire. Bien. Et donc, effectivement, on pense aussi maintenant, si on ne veut pas admettre simplement du côté de la réforme la plus réformée, que on puisse être juif simplement par le sentiment de, parce que je me veux être, qu'au moins on admette, en retournant à la Torah, qu'on puisse être juif par le père aussi, pas seulement par la mère, d'autant plus que la décision rabbinique il y a 2000 ans, aujourd'hui, en 2023, est devenue obsolète, puisque nous avons des moyens biologiques extrêmement précis pour dire qui est l'enfant de qui. Alors, c'est une tendance, figurez-vous, qui n'est pas si nouvelle que ça, de vouloir élargir la chose. En effet, vous savez que jusqu'au 19e siècle, les Juifs vivaient dans des ghettos, fermés dans des ghettos, donc ça ne posait aucun problème pour l'identification. Ils se considéraient comme juifs dans leur trou, enfermés là-dedans. Ils étaient considérés également, mais si, enfermés là-dedans. Vous savez, les ghettos, madame, les ghettos, le jour, ils étaient ouverts, le soir, on les fermait. Pour une double raison. D'abord, pour les empêcher de sortir, mais aussi pour empêcher les pogromistes d'entrer. C'est une mesure de sécurité. Donc, ils vivaient enfermés. Bien. Et puis, ils étaient considérés aussi, comment dire, eux-mêmes, dans le monde extérieur, comme juifs. Donc, il n'y avait pas de problème. Point barre. Mais à partir du 19e siècle, n'est-ce pas, même déjà avant le 18e siècle, quand arrive la Haskalah, les Lumières, Mendelssohn, une sorte de libéralisation tout doucement d'abord des ghettos. En Italie, les ghettos ont été abolis par Napoléon dès qu'il est arrivé en Italie. La première chose qu'il a fait. Eh bien, effectivement, cet accès des Juifs à la société générale désormais a créé évidemment l'effet retour, c'est-à-dire des reniements, il y en a eu beaucoup, c'est-à-dire enfin on peut sortir d'ici, bon, laissons le passé derrière nous, devenons autre chose, des conversions nombreuses, je vous en cite juste 2 célèbres ou 3, Heine, le poète juif Heine, le plus grand poète romantique allemand, et qui s'est converti, mais c'est un homme un petit peu sarcastique, et il a dit comme commentaire, je viens de me convertir, je viens d'acheter mon ticket d'entrée dans la société. C'est comme ça qu'il a défini sa conversion. Il y en a eu d'autres. Mendelssohn, le fils de Mendelssohn, n'est-ce pas, qui aussi avait été l'un des promoteurs quand même de l'ouverture, s'est converti au christianisme. Et donc, Félix Mendelssohn était déjà né chrétien, avec une petite nuance quand même que j'ajoute. Dans toute sa famille, ce n'était pas tout à fait comme ça, parce que Dorothea Mendelssohn signait toujours ses lettres Dorothea Meden. Oui, parce qu'il faut oublier que Mendelssohn avait pris le nom de Bartholdi, qui était le nom d'un domaine, en fait, que sa femme possédait. Et Dorothea signait toujours Dorothea Meden Bartholdi. Meden signifie en grec jamais. Jamais. Vous comprenez? Donc, c'était pas si clair et plus simple que ça. Et alors, il y a eu des passages, évidemment, à d'autres visions identitaires.
d'ordre messianique, je dis, alors que ce n'était pas le Mashiach en réalité, c'est des définitions socialistes. Il y en a qui ont pensé que le socialisme était désormais l'identité sur laquelle on devrait s'aligner parce qu'elle apportait la liberté. Communiste, ô combien, évidemment, révolutionnaire. On connaît aussi les déceptions que ça a provoquées, mais ça, c'est un autre sujet égal. Et donc, d'autres, à côté de ça, sont restés plutôt attachés à leur conscience juive, évidemment. Mais ceux qui sont restés attachés à cette conscience juive se sont divisés. Ils sont divisés en deux groupes. Et là, j'ai introduit un terme moderne. On a un groupe que l'on dira professant ou acceptant ou se sentant être d'une identité juive laïque et d'autres d'une identité juive religieuse. Et on va essayer aussi, vous savez que j'ai fait des efforts pour clarifier un peu tout ça, sinon en mettant un peu des catégories, je sais que c'est un peu artificiel, mais ça permet de voir un petit peu plus clair quand même. Alors, les laïcs. Eh bien, il y a, en Europe, chez nous en particulier, évidemment c'est un courant qui connaît une efflorescence extraordinaire sur laquelle je vous dirai deux mots dans un moment. On trouve aussi d'ailleurs pas mal évidemment de cette appartenance-là désormais dans l'État d'Israël, contrairement à ce que peuvent imaginer des gens qui voient ce monde de l'extérieur. En Europe, bien entendu, c'est le sujet d'un long exposé, c'est tout le problème de la laïcisation, de la sécularisation en Europe, et qui se traduit notamment, et je le dis parce que j'ai dû en parler dans un autre endroit il y a quelque temps, par la désertion des lieux de culte. J'ouvre quand même la parenthèse, c'est important. Vous savez, quand on voit un peu le monde qu'il y a dans les synagogues, je ne parle pas de Yom Kippour, bon, ça c'est un jour particulier, mais en général, des synagogues, il y a finalement de moins en moins de monde. Vous allez dans les églises, il y a toujours aussi peu de monde. Et donc, on s'est déjà penché depuis quelques années sur cette question de la désertion des lieux de culte. Je dis simplement les deux lignes de crête de la chose, parce que c'est un exposé en soi, mais figurez-vous qu'on s'est aperçu de la chose suivante, c'est que il y a deux effets qu'il faut faire entrer en compte là-dedans. C'est l'effet de l'éducation et l'effet du niveau de vie. Je m'explique. L'effet de l'éducation, qui conduit donc à la sécularisation, eh bien, fait que plus on est instruit, moins on fréquente les cultes. Chiffre. On prend, pour bien voir aux deux extrêmes, un pays, on parle du monde, si bien entendu, absolument dans la situation la plus extrême possible là-dedans, le Nigeria. Au Nigeria, la moyenne de temps d'études des enfants est de 1 an. 1 an de toute leur vie. Les lieux de culte sont fréquentés à 93%. En Estonie, pour prendre l'autre bout, les enfants passent en moyenne 13 années à l'école. Et la fréquentation des lieux de culte est de 3%. Il y a un effet inverse lié à ça. On comprend d'ailleurs, bien entendu, parce que, bon, il y a des considérations philosophiques, sociales et autres qui interviennent dans les esprits, ça va de soi. Et le niveau de vie joue aussi de façon extraordinaire. Parce que le niveau de vie, c'est ce qui permet d'augmenter l'espérance de vie. Donc, on peut mesurer par l'espérance de vie. Alors, figurez-vous, pour prendre les mêmes exemples, ou pratiquement, le Nigeria, qui vraiment bat tous les records vers le bas, l'espérance de vie maximale est de 50 ans. OK? Et les lieux de culte sont fréquentés à 93%. Aux Pays-Bas, la Hollande, qui est à côté de nous, l'espérance de vie est de 83%. La fréquentation des lieux de culte est de 10%. Juifs, chrétiens, pas musulmans. Les musulmans, c'est 54%. C'est autre chose. Mais en tout cas, pour les religions traditionnelles de l'Europe, parce que l'islam est relativement jeune encore en Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il faut bien entendu savoir tenir compte de ça, parce que... J'ajoute, parce que vous pouvez peut-être me poser la question, j'ai été vérifié, le Nigeria, du point de vue religieux, est un pays étonnant. 49% de musulmans, 51% de chrétiens. C'est un pays à égalité, donc on ne peut pas dire que c'est uniquement l'appartenance religieuse qui joue dans ce cas-là. Voilà. Et donc, c'est évidemment un phénomène important. Alors, dans le monde juif, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme, indépendamment de ceux dont je viens de vous parler et qui voudraient mettre complètement de côté l'appartenance religieuse, eh bien, comme référent important dans la composante laïque quand même, des référents importants quand même comme l'histoire, la mémoire, la littérature, l'art et la culture, et peut-être, dit-on, et je dis peut-être, vous allez comprendre pourquoi, se passerait-on de la composante religieuse et rituelle, tout en gardant, c'est toujours ça le problème, tout en gardant les dimensions éthiques ou humanistes, si vous voulez, de la pensée juive bimillénaire, léguée par 2000 années de réflexion sur la société, le vivre ensemble, que je déteste comme expression, parce qu'il faut le remplacer par le vivre avec.
Bien, alors, les religieux, du côté religieux, eh bien, la judéité ou la judaïté, parce que c'est à ça que fait référence ce terme avec un A, qui est plus récent que judéité, eh bien, pour les religieux, il n'y a pas de problème, c'est beaucoup plus simple, c'est le référence, c'est la Torah, la loi de la Torah, et voilà. D'où, je fais 3 ou 4 catégories pour voir un petit peu comment s'orienter dans ce qui pourrait devenir un maquis et qui en est un en réalité. Eh bien, il y a diverses catégories de juifs, parlons comme ça. Voilà. Alors, pour beaucoup, la judéité, et là je suis très général, donc je ne vise personne ni rien, c'est global. Pour beaucoup de juifs, dans le contexte que je viens de vous évoquer, en particulier, européen, israélien aussi pour une bonne part maintenant, eh bien, la judéité est d'un intérêt relatif et ne joue que peu ou pas de rôle dans leur personnalité ou leur vie. C'est global. Maintenant, si je essaie de comprendre plus nettement les catégories que je viens de faire, les laïcs, ceux qui disent laïcs, eh bien, les laïcs recherchent une judéité, et je n'ai pas dit judaïté cette fois-ci, une judéité sans appel à Dieu, sans appel à la pratique, sans appel à la croyance. Il n'y a pas de croyance dans le judaïsme, enfin, il n'y avait pas de foi, c'est plus une croyance et l'émouna, la fidélité, la confiance. Mais, une fois qu'on a eu dit ça, cette définition, qui est déjà assez diffuse, elle est diffuse parce qu'elle comporte un grand nombre de variétés dans la prise en compte et dans la mise en œuvre de tout cela, notamment à l'égard des rites, de Dieu et des commandements. Exemple, personne ne lèvera les doigts s'il vous plaît ici, je ne préférerais pas, beaucoup de laïcs, ou laïco-laïcards, je dirais exprès comme ça, pratiquent la circoncision, n'imagineraient pas ne pas se faire circoncire leur enfant, ou presque pas. À Pessah, à la Pâque, organiser un seder quand même, même si on croit que Dieu n'a rien à voir dans tout ça. À Yom Kippour, je me fais référence à moi-même parce qu'un jour, il y a longtemps, j'ai écrit un article qui a fait un petit peu de bruit. J'avais parlé des Judaï Kippourenses, des Juifs de Kippour. Tu sais, ces oiseaux rares qu'on ne voit qu'une fois par an. Magnifique, merci. Ils ont autant de valeur que ceux qui viennent 360 fois par an à la choule. Mais il reste qu'il y a une catégorie de Juifs, les Juifs de Kippour, qu'on voit apparaître une fois par an. Ils sont des laïcs, d'ailleurs, qui se disent laïcs en même temps. Il y a l'appel de la tradition, des racines, des choses comme ça. Les Juifs laïcs, combien j'en connais, et personne ne lèvera le doigt ici, s'il vous plaît, une fois de plus, qui ont tout à fait laïcs et qui ont une mezouza sur leur porte, même sur leur porte extérieure. Vous comprenez? Et donc, la notion, on essaie de définir, mais le problème dans la définition de la judéité, c'est qu'on peut tracer des frontières et on sort toujours de la frontière, il n'y a rien à faire. C'est comme une crêpe qui sort de la poêle, il n'y a rien à faire. Alors, les religieux maintenant, donc on parlait des laïcs, des religieux. Eh bien, le noyau de leur identité juive, c'est l'appartenance à la religion, à la pratique des rites, on ne va pas discuter de ça. Et puis, il y a ceux qui combinent diverses définitions de la judéité, en combinant souplement culturel, historique, éthique, national. Tout à l'heure, on parlera de national, évidemment, essentiellement pour la question israélienne, ça va de soi. Et puisque j'ai dit Israël, bon, allons-y tout de suite. Ok, Israël. Eh bien, en Israël, comme en diaspora, il faut d'abord parler de chiffres. Alors, les chiffres donnent quoi? Eh bien, et ce sont les mêmes chiffres à peu près, donc ne vous étonnez pas. En Israël, on compte environ, j'ai des chiffres plus précis ici sous mon coude, mais ici, il faut aller plus vite, 40% d'Israéliens qui se déclarent laïcs. 35% se déclarent traditionnalistes. Alors, traditionnalistes, c'est ceux dont je parle tout à l'heure, un peu laïcs, un peu pas, circoncision quand même, mezouza quand même sur la porte, mais enfin, je ne vais que, pas si souvent que ça, à la synagogue, évidemment. Et puis, il y a les religieux, bien entendu, c'est la troisième catégorie. Et paradoxalement, chez les laïcs, très peu, quand on les interroge, très peu prétendent ne pas se sentir juifs et dire même officiellement que l'identité juive les indiffère totalement. Ben, ça m'indiffère un peu. Totalement, aucun ne le dira non plus, tout en se déclarant tout à fait laïque. Donc à quel point la notion de laïcité que je n'ai pas définie est aussi difficilement opératoire, évidemment. Et la plupart d'ailleurs se revendiquent, alors quand on leur demande quoi, ben, ils se revendiquent juifs. Mais alors comment se revendiquent-ils juifs? Voilà tout le problème aussi. Selon quelle variante? Alors les traditionalistes, eux, eh bien, ils disent qu'ils sont juifs et par rapport aux pratiques, ils s'octroient, à l'inverse des orthodoxes, qui sont des ultra-orthopraxes,
ils s'octroient le droit de choisir dans les 613 commandements ce qu'ils vont respecter, ce qu'ils ne vont pas respecter, ce qui est utile à leurs yeux, ce qui ne l'est pas. Et ils se définissent surtout, si vous voulez, par les rituels, les coutumes, les usages familiaux, les usages religieux, ad libitum. Ad libitum. Alors, comme dans le judaïsme, vous savez, depuis 2000 ans, il n'y a plus de prêtres et qu'il n'y a pas de système pyramidal, il n'y a personne pour dicter le magistère comme le pape peut dicter un magistère. Donc, chacun fait un petit peu à sa guise. On a beaucoup étudié cette question et certains auteurs ont dit, il y a bien longtemps déjà, que c'est peut-être ça qui a aussi sauvé le judaïsme. C'est cette souplesse incroyable et malléabilité qui a fait que, tout en abandonnant certains éléments, ils en ont gardé d'autres, alors que si le système avait été rigide, il aurait peut-être disparu. Peut-être. Alors, les religieux en Israël, qui représentent 25% de la population, que je vais aussi essayer de serrer un petit peu. Alors là-dedans, je vais faire 2 ou 3 catégories. Alors, il y a d'abord les sionistes religieux. Ils ne représentent que, ou pas, enfin, ils représentent 15% à peu près de la population israélienne. Ils ne sont pas si nombreux qu'on pourrait l'imaginer de l'extérieur. Première chose. Et ils ont évidemment une forte identité religieuse, plus une forte identité nationale, les deux liés. Et on les trouve en nombre chez ceux qui vivent dans ce qu'on appelle les implantations. Évidemment, c'est colon, ça c'est un autre terme avec lequel il faut faire attention, parce qu'un colon, c'est quelqu'un qui va dans un pays pour exploiter ce pays et sa population. C'est pas de ça qu'il s'agit, même si certains ne seraient pas d'accord et préféraient employer colon. Moi, je suis prudent. C'est pas que j'ai un parti pris pour l'un ou l'autre. Je suis prudent. Ce sont des gens qui s'implantent là-bas. À tort ou à raison, c'est un autre sujet. Deuxièmement, il y a aussi les Haredim, donc les ultra-orthodoxes, les hyper-orthodoxes, et leur identité juive est exclusivement religieuse, ça va de soi. Et puis, il y a aussi, il faut dire à quel degré c'est difficile, il y a des combinaisons entre les premiers et les seconds, entre les sionistes religieux et les Haredim, qui sont les hyper-ultra-orthodoxes, qui sont évidemment très religieux, et qui, dans cette version-là des choses, parce que les hyper-orthodoxes, on va voir tout à l'heure, je vais en dire un mot, il y en a parmi eux qui a mis un Sharim pris chaque jour dans la prière du matin pour la destruction de l'État d'Israël. Qu'enfin on vient de bombarder ce pays, eux avec. Ah oui, donc je ne parle pas de eux. Je parle d'une catégorie intermédiaire de ultra-religieux et qui ont quand même un très très fort sentiment national, vous voyez. Alors, ici, justement, puisqu'on en est là, et que nous essayons d'entrer dans cet univers, on va essayer de voir, autant que c'est possible dans les quelques minutes dont je dispose naturellement, comment organiser pour sa perception ce monde-là. Alors, cette identité israélienne, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est l'identité juive européenne, je vais vous la décrire à peu près, on la connaît, c'est plus ou moins vécu, mais il y a quelque chose à observer depuis 75 ans, qui est une identité en formation, et ce n'est pas toujours donné de pouvoir voir comment de rien, une identité particulière se forme. Donc on va un petit peu utiliser le temps qui nous reste pour essayer d'expliquer ça. Et après ça, je sais que j'aurais effectivement surfé sur la crête de la vague, que je n'aurais pas dit grand-chose. Moi, je saurais en tout cas tout ce que je n'ai pas dit. Bon. Eh bien, en tout cas, oui, mais bien sûr. Alors donc, réfléchissons. Je vais prendre, et il faut que quand on est face à des choses comme ça, il est parfois bon de se tourner vers le grand penseur Lévinas, dans les années déjà de début d'Israël, vraiment, avait dit ceci, je le cite, il dit ceci: être juif, c'est se faire l'otage de l'autre. Israël est l'État des Juifs, mais c'est aussi un État multiethnique. En 1948, avec des cultures, des ethnies, des langues très différentes, très peu parlant l'hébreu, ils sont décidés de former une nation. C'est le geste du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. La définition n'est pas mauvaise. Je ne vous raconte pas ma vie, mais quand j'étais enfant, j'avais 6 ans, un peu moins, j'étais là-bas, en l'an 1, ce pays, et je me souviens, je savais déjà lire et écrire, les journaux paraissaient en 32 langues. 32 langues. Et donc, c'est vous dire que c'est un melting pot. Plus melting pot que ça, tu ne peux pas inventer. Bien. Et le fondateur, bien entendu, de cette identité, c'est Ben Gurion, et on va un peu parler de lui, pas de sa vie, mais de ce qu'il a essayé de faire dans ce domaine particulier. Alors, il est le fondateur à partir d'une idée bien ancrée, d'une identité qu'on pourra peut-être qualifier de israélienne. Et vous voyez, je suis prudent, je n'ai pas mélangé. Juste une chose, israélienne. Alors, avec quels matériaux, la question est là, avec quels matériaux avait-il pensé, pourrait-on fabriquer cette identité israélienne avec des gens
issus de sociétés, je vous le dis, 32 langues différentes dans les journaux. Comment fabriquer quelque chose de cohérent avec ça? D'autant plus que quand on a un chiffre pareil devant les yeux, on s'aperçoit évidemment que ces gens sont venus de toutes sortes de pays, mais alors vraiment de toutes sortes de pays, avec des référents culturels extrêmement différents, et qui, à part leurs sentiments juifs, encore faut-il savoir ce que c'est, avaient très très peu de dénominateurs communs, naturellement. Alors le but de Ben Gurion, finalement, qui était, n'oubliez jamais, laïque et non religieux, c'était d'essayer de créer deux choses. D'abord, un creuset, une communauté qui ne laisserait personne sur le bord du chemin. Et un creuset avec tout ce monde, je veux dire, où personne ne serait exclu d'une identité collective qu'il faudrait encore créer naturellement au moment où il réfléchit, où il parle. Deuxièmement, de relier cette identité nationale collective et le caractère juif de l'État. C'est une gageure. On va tout de suite essayer de voir comment il a essayé de faire. J'ajoute néanmoins tout de suite un codicile. Il a, je pense, à mes yeux, à peu près réussi, excepté en 2 points, avec les ultra-orthodoxes. Ça ne marche pas bien, ou même pas du tout, j'ose pas dire, mais pas bien. Et avec les Arabes israéliens, ça ne marche pas. Ça marche, mais pas très très bien, et pour des raisons très évidentes qu'on va les voir. Donc les problèmes qu'il a dû affronter avec cette idée-là, c'est qu'effectivement, il a dû d'abord affronter les ultra-religieux. Les ultra-religieux qui sont historiquement, depuis le 19e siècle où le sionisme est né, opposés au sionisme. Carrément opposés au sionisme. Alors, je vais quand même manger un petit peu le temps parce que, quand même, parce qu'on sait rarement, la grande réponse on la connaît, mais on sait rarement le détail de cette opposition féroce des ultra-orthodoxes au sionisme. Alors, je vais d'abord en résumer, puis on va aller au texte, vous allez voir, certains d'entre vous le savent, d'autres je pense que ce sera peut-être une révélation, et vous serez venus cet après-midi au moins pour emporter ça. On va voir. Eh bien, c'est qu'à leurs yeux, le sionisme est un faux messianisme, de l'impiété et une rébellion contre Dieu, en raison de ce que je vais vous dire maintenant. Voilà. En fait, leur opposition vient à partir d'une exégèse assez étonnante de 2 versets du Cantique des Cantiques. Oui, tout est parti de là. Alors, je vais vous lire. On va lire d'abord le Cantique des Cantiques, chapitre 4, voilà, le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Et voilà ce qui est écrit là. Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, de ne pas éveiller, de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne le désire. C'est le point de départ. Étonnant, on va vous le dire. En effet, à partir de ce verset 7 du chapitre 2 du Cantique des Cantiques, eh bien, les sages du Talmud déjà, le Talmud, vous savez, a été clôturé en l'an 500. On est déjà après la chute du Temple, on a déjà un demi-millénaire de vie en diaspora avec les complications que ça représentait. Le désir aussi de la reconstruction d'Israël, de la Judée, de retour à la construction du Temple. Donc tous ces besoins existaient déjà. Donc la question, comment pourrait-on y aller? Est-ce qu'il faut monter en Israël? Est-ce qu'il faut absolument rebâtir? Est-ce qu'il faut faire la guerre pour ça? La question s'était déjà posée il y a 2000 ans. Et donc, à partir de ce verset du Cantique des Cantiques, voilà ce qui se fait. C'est que les sages du Talmud ont élaboré l'idée suivante comme exégèse. Le Saint béni soit-il, donc Dieu, a fait prêter, écrivent-ils, 3 serments. 2 à Israël, en l'occurrence de ne pas émigrer en terre d'Israël comme en muraille. C'est un langage, ça veut dire qu'on monte à l'assaut d'une muraille, d'une ville, d'un pays qu'il faut conquérir. Et ne pas se rebeller contre les nations au sein desquelles ils vivent. Et aux non-juifs, de ne pas trop asservir Israël. C'est 3 serments. Et les peuples au sein desquels les juifs ont vécu, auraient prêté le serment de ne pas trop maltraiter, c'est raté, mais bon. Et les juifs auraient prêté serment à Dieu de ne pas monter violemment en Israël, et de ne pas se rebeller contre les nations qui les accueillent. Voilà. Et donc, c'est sur ces 3 éléments-là, ces 3 serments, que les ultra-orthodoxes se fondent pour dire qu'il est interdit, effectivement, de monter en Israël pour peupler et édifier la terre d'Israël avant la venue du Messie. C'est seulement à la date de la venue du Messie qu'enfin il sera permis de monter.
pas un à un, individuellement, en pèlerinage, mais monter en masse. Pas permis. Et par conséquent, parce que là, il y a effectivement quelque chose de tout à fait rebelle contre Dieu, qui aurait bien dit qu'on ne prendra pas, qu'on ne montera pas en Israël pour prendre cette terre par la violence. Et donc, pour eux, c'est catastrophique, et il n'y a pas, disent-ils, de mitzvah, de commandement, de faire cela. D'autres, bien entendu, ont réinterprété, il y a une autre interprétation, ce qui permet aussi à l'État d'Israël, avec ses hyper-religieux, de vivre quand même, sauf les extrêmes, ceux qui veulent que ça soit détruit à cause de ça, mais oui, à cause de ça, eh bien, d'autres disent que, eh bien, je cherche où ils sont là, je vais vous dire tout de suite. Et moi, sur ce sujet, on écrit beaucoup. Voilà, et bien effectivement, des commentateurs plus récents disent que non, parce que le peuple juif serait libéré de ce serment supposé par les sages, parce que il y a 3 serments, 2 pour eux, 1 pour les peuples. Or, les peuples n'ont pas respecté leur part du contrat, puisqu'ils ont maltraité les Juifs, donc les Juifs ne sont plus tenus de respecter les 2 premiers codicilles du contrat. Première remarque. Deuxièmement, c'est que depuis 1948, bien entendu, de nombreuses instances internationales ont reconnu le droit au peuple juif à un foyer national, à un État, et que donc le sionisme n'est pas une révolte contre les nations, et donc ce n'est pas un péché, comme le considèrent les pieux. Voilà. Je ne sais pas si vous saviez tout ça, mais en tout cas, ben voilà. Et c'est de ça que vient le regard absolument négatif des hyper-ultra-religieux à l'égard du pays dans lequel pourtant ils vivent. Eh oui. Alors, ça c'était la première chose. Donc, Ben Gurion n'a pas très réussi, évidemment, avec tout ça, ça va de soi. Et puis, en 1948, il y a eu la fameuse lettre du statu quo. Alors, je l'ai ici sous la main. C'est quoi? Eh bien, au moment où l'État d'Israël allait se former, Ben Gurion a dû effectivement gérer cette population. Et donc, il a envoyé à l'Agudat Israël une lettre que j'ai ici sous la main, dont je vais vous lire seulement 2 lignes ou 3, dans laquelle il dit à ses religieux qu'ils ne doivent pas craindre, effectivement, et que l'État d'Israël, qui va être fondé bientôt, eh bien, serait absolument respectueux de leurs besoins. J'ai ici, je l'ai fait en résumé parce que vous savez qu'on aurait peu de temps, mais je vous lirai quand même 2-3 lignes de lui, s'il vous plaît. Voilà, 19 juin 1947, à l'attention de l'Agudat Israël, la direction de l'agence juive a été informée par l'entremise de son président de votre désir d'obtenir des assurances dans le domaine du statut personnel, du Shabbat, de l'éducation, de la cacheroute en État d'Israël après sa création. Alors, voilà, je résume plutôt que de le lire parce que je n'ai pas le temps. Eh bien, il a promis dans cette lettre aux hyper-ultra-orthodoxes que il n'y aurait pas de viol des commandements, de la Torah, des 613 commandements, le Shabbat serait respecté, les jours de fête seraient chômés, les restaurants, en tout cas dans les lieux officiels, armés, dans le ministère, dans les lieux publics, seraient cachers, que l'état civil demeurerait entre les mains du rabbinat et qu'il n'y aurait pas de mariage civil, que l'autonomie du système d'éducation religieuse demeurait, l'éducation religieuse demeurait autonome pour le dire mieux, et que, par exemple, les Bachurim, donc les étudiants des yeshivot, ne seraient pas appelés au service militaire. C'est toutes les promesses que Ben Gurion leur a faites, face à quoi ils ont consenti effectivement que, éventuellement, comme concession, cet État puisse se créer. D'où des allers-retours, parce que c'était des assurances, mais encore fallait-il voir à l'expérience si ça marcherait. Il y a eu tout de suite un point de friction extrêmement difficile, qui était celui de la conscription des filles. En effet, d'un point hyper-ultra-religieux, dont les filles portent des vêtements jusque-là, etc., comment peuvent-elles entrer dans des tranchées avec des soldats, hommes, mâles? C'est pas possible. Et donc, ils ont rejoint le gouvernement, ils ont quitté le gouvernement, puis ils sont revenus dans le gouvernement, et ça a été un point extrêmement difficile, mais finalement, ils ont accepté, moyennant des conditions, les femmes, on les envoie de préférence pas trop en première ligne, parenthèse dans la parenthèse, s'il m'est permis encore. Il y a quelques années, on a observé quelque chose d'assez étonnant, et qu'on comprend, c'est que quand ils avaient des positions de tranchées, et que par hasard, parce que les circonstances le faisaient, des filles sont devant, et dans la tranchée derrière, il y a des hommes, les hommes sont incontrôlables, ils n'obéissent plus au moindre commandement de leur chef, ils n'ont qu'une idée, courir au secours des filles qui sont devant. Si bien que désormais, on met les filles derrière. C'est sur la formation. Et il y a des combattantes. Les combattantes, on les met derrière, mais les autres, on les envoie dans la formation, dans des bureaux. Et ce n'est pas tout à fait de négliger la condition féminine, mais il faut tenir compte d'un grand ensemble de facteurs qui jouent là-dedans. Alors,
effectivement, c'est pieux, c'est ultra pieux. J'ai inventé un mot, s'israélisent, appelons ça comme ça, le monde n'existe pas tout à fait. Et encore, si vous voulez, mais ils se définissent, vous l'aurez bien compris par tout ce que je viens de dire, exclusivement par leur religiosité et leur pratique. L'État, bien sûr, leur permet de développer une vie spécifique, donc de stricte observance, de quartiers séparés, d'éducation, et leur est pourvoyeur de fonds à leur égard, comme aucune source ne pourrait l'être, bien entendu, mais tout en étant israélisés, donc ayant une conscience nationale quand même, ils considèrent que finalement, être israélien, c'est secondaire par rapport au reste et par rapport à la piété qui est leur définition majeure. Exemple aussi, bien sûr, parce que il y a des points de friction, Les Bachurim, donc les étudiants les yeshivot, ne font toujours pas leur service militaire. Maintenant, il y a 1 an à peu près, j'ai lu, on commençait à intégrer de ces ultra pieux dans les armées, et pour quand même montrer qu'ils sont nationaux sans doute, mais pas plus qu'il ne le faut. Ils ne fêtent pas officiellement le jour de l'indépendance, ils ne chantent pas officiellement la Hatikva, pour montrer qu'ils sont là, mais néanmoins différents. Reste aussi qu'ils sont, c'est plus important que ce que je viens de dire, ils sont globalement transnationaux. Transnationaux plus que nationaux, c'est-à-dire que, après tout, étant donné tout ce que je viens de dire par rapport à ce groupe-là, identitairement parlant, ils ont le sentiment de pouvoir entretenir une relation privilégiée avec les ultra-orthodoxes d'autres pays, plus qu'avec la population générale, plus ou moins laïque, les 45% de laïcs de l'État d'Israël. Alors actuellement, en 2023, eh bien, on voit, à cause du contexte dont nous allons parler aussi dans quelques minutes, qu'ils se rapprochent un peu plus d'Israël sur le plan politique et national. Il y a des raisons. Et dans ce rapprochement, ils soutiennent, bien sûr, la droite nationaliste qui se définit comme telle. Et ils s'opposent aux concessions territoriales aux Palestiniens, ça va sans dire, mais ils se disent toujours nationalistes et non sionistes. La définition demeure, bien sûr. Alors, les Arabes, parce qu'il faut en parler maintenant aussi, puisque vous voyez, on y est, eh bien, les Arabes représentent 20% de la population israélienne. J'ai des chiffres qui sont en retard de 1 an, mais ce n'est pas grave, c'est à peu de choses près. Sur 6 625 000 juifs de l'État d'Israël, on approche tout doucement des 7 millions à peu près. Enfin bon, la proportion est la même. Il y a 1 an, 1 864 000 Arabes, musulmans ou chrétiens. Tout à l'heure, si vous voulez, j'ai un dossier sur les chiffres exacts, mais on n'en a pas le temps. Mais en tout cas, ils représentent grosso modo 20% de la population. Je ne parle pas des Palestiniens, je parle des Arabes, musulmans et chrétiens parmi eux, avec un passeport israélien, une nationalité israélienne. Et c'est vrai qu'ils se plaignent, ils se sentent discriminés. Je n'ai pas dit ils le sont, j'ai dit ils se sentent. Après ça, c'est des questions de jugement, socialement et économiquement discriminés, et se plaignent. Oui, peut-être à raison, d'avoir pas reçu les mêmes avantages que les Israéliens. Je vais vous donner un seul exemple, mais qui est incontournable. Pour des raisons qu'on comprendrait bien, de situations ingérables en temps de guerre, ils ne font pas le service militaire. Mais comme ils ne font pas le service militaire, ils sont exclus des emplois liés à la défense nationale. Voilà, et donc ils se plaignent des comment. Vous ne voulez pas que nous fassions la guerre, parce qu'effectivement, nous serions appelés à tirer sur d'autres Arabes musulmans, c'est clair, magnifique, merci beaucoup, n'est-ce pas? Kacha, merci beaucoup, mais pourquoi ne pas nous utiliser quand même dans les bureaux, dans la rue, etc. Et ça ne se fait pas vraiment, ou en tout cas au compte-gouttes. Il y a d'autres formes de discrimination comme ça, mais qui sont pour beaucoup d'entre elles liées aux circonstances. Ça ne les excuse pas, mais c'est comme ça. Et donc, ils se sentent évidemment, en quelque sorte, défavorisés par la structure et le concept même de l'État, et donc, en quelque sorte, ils s'opposent par la nature même des choses au caractère juif de l'État d'Israël. Ils soutiennent les Palestiniens dans leur lutte contre Israël, ce qui implique, bien entendu, parce qu'il faut voir quand même sur les cartes, une exigence difficile, je n'ai pas dit impossible mais difficile, d'un retour à un moment donné sur les lignes d'avant 1967. C'est ça la demande de base. Après, on peut discuter, mais la demande de base, c'est celle-là.
Et c'est clair aussi, ça tombe sous le sens même de celui qui entend pour la première fois ce que je dis, ce qui n'est le cas de personne ici, c'est que l'idéologie sioniste leur est tout à fait étrangère, puisqu'elle se fonde sur le retour des Juifs, sur la terre des ancêtres, mais il ne s'agit pas de leurs, c'est d'autres ancêtres. D'où l'impossibilité pour eux, puisque le thème que l'on demande de traiter l'identité, pour eux, l'impossibilité de s'identifier. Donc, problème ou difficulté de s'identifier. Et pourtant, antisionistes, par la nature des choses, par la force des choses, je dis même pas par esprit, mais pourquoi pas, qu'importe, eh bien, ils deviennent très israéliens en même temps, dans leur comportement, dans leur style de vie, dans les normes sociales, dans le mode de vie israélien. Ils parlent même pour beaucoup d'entre eux l'hébreu, fort bien d'ailleurs, ce qui implique évidemment aussi, il y a des avantages à la chose, même si on ne dit pas qu'ils deviennent israéliens pour avoir les avantages, mais c'est vrai, de bénéficier de la technologie, de la médecine, de l'infrastructure, qui est quand même meilleure probablement que dans certains pays voisins. Et surtout, ils ont l'avantage, même si cette démocratie israélienne ne les satisfait pas, ce qu'on peut comprendre, c'est de bénéficier d'une démocratie, j'entendrai simplement par là et rien d'autre, d'un État pluraliste, où on peut avoir différents partis, d'une liberté d'expression, et parfois il n'y a pas plus férocement anti-israélien que certains journaux israéliens qu'on préfère ne pas lire, parce qu'ils sont tellement, pourquoi pas, ok, et le droit de critiquer l'État, ce qui est quasiment absent dans beaucoup de pays voisins, et donc ils ont des raisons aussi de s'accrocher à cet État, évidemment. Et donc il y a un paradoxe, évidemment, qui est leur palestinisation de cette population, parce qu'il y a aussi le sentiment de fraternité avec la population palestinienne, évidemment, bien sûr, et en même temps, leur israélisation, je ne vais jamais le prononcer, j'ai inventé le mot, il faudrait l'inventer un jour, l'israélisation, voilà, disons, par adoption d'un mode de vie, de langage, de culture, etc. Ça, c'était le premier objectif de Ben Gurion. Il y a le deuxième, et je vais me dépêcher de bientôt finir, parce que je crains que la machine, à un moment donné, ne nous supporte plus. En attendant, voilà. Eh bien, le deuxième point, l'objectif de Ben Gurion, dans la création de cette identité artificiellement créée au départ, par la force des choses, c'était de maintenir, c'est plus compliqué encore, un lien étroit entre une identité israélienne et le caractère juif de l'État qui était en devenir en 1948. Et ça crée des difficultés nombreuses. Et on la trouve déjà, cette difficulté, inscrite dans la déclaration d'indépendance d'Israël elle-même. En effet, je lis ici sous la main. Voilà, je lis ici sous la main, je vais vous lire tout de suite 2-3 lignes de cette déclaration, mais je résume pour gagner du temps. L'idée était, dans cette déclaration de 1948, c'est de définir l'État d'Israël comme un État démocratique qui ne fait aucune distinction entre ses citoyens et, en même temps, un État juif réalisant les aspirations spécifiques des Juifs. Alors, sous la plume de Ben Gurion, je donne ceci, voilà, j'ai ici le texte de la déclaration, dont je vous lirai seulement 2 lignes, parce que ce n'est pas possible de le faire autrement. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de 4 heures minimum nécessaires pour développer ce sujet. Eh bien, voilà. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, c'est Ben Gurion qui parle, une résolution recommandant la création d'un État juif en Palestine. L'Assemblée générale a demandé aux habitants de ce pays de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application de cette résolution. Cette reconnaissance par les Nations unies du droit du peuple juif à établir son État indépendant est irrévocable. Je saute quelques lignes. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration juive et aux Juifs venant de tous les pays de leur dispersion. Il veillera au développement du pays pour le bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur la liberté, la justice et sur la paix, selon l'idéal des prophètes d'Israël. Il assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Il garantira la liberté de culte, de conscience, de langue, d'éducation et de culture. Il assurera la protection des lieux saints de toutes les religions et sera fidèle aux principes de la Charte des Nations Unies. Et je glisse à la toute dernière ligne. Confiant en l'éternel Dieu Tout-Puissant, écrit Ben Gurion, le laïc, nous signons cette déclaration en cette séance du Conseil, etc. Tout est évidemment dans ce texte, ses objectifs, son idéal et ses contradictions. Et ses difficultés, évidemment. Alors, la question est bien là. Je retire 3 points simplement de la chose. Comment concilier une démocratie et une préférence ethnique? Comment concilier le caractère démocratique et égalitaire de ce pays avec la loi du retour qui garantit aux seuls juifs et pas aux autres le droit automatique à l'immigration, c'est-à-dire à la nationalité? Ce sont des contradictions. Et enfin, 3e problème, comment prendre en compte les multiples et différentes perceptions de l'identité juive
de ces milliers de juifs venus des quatre coins de la planète ou à peu près. C'est un vrai problème. Alors Ben Gurion n'était pas idiot, il savait parfaitement que le problème était bien là et qu'il avait ancré le problème dans cette définition qu'il donnait. Et donc, il a trouvé une solution qui était celle qu'il pouvait trouver, pas d'autre, et qui aujourd'hui donne l'explication de la nature même de l'identité israélienne. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, et tout ça est tellement contradictoire, il faut choisir. Il faut choisir dans la culture, l'histoire, la religion juive, je dis juive comme ça globalement, ce qui pourrait servir de base à la création de cette identité commune qu'à ce moment-là, il lui fallait absolument créer. Alors, on repart sur les séries. En religion, c'est évidemment problématique, parce que finalement, c'était pas la base sur laquelle on pouvait s'appuyer. Il y avait déjà à l'époque quantité de juifs qui allaient peut-être à Yom Kippour, et encore, c'est même pas sûr. Et ça ne concernait certainement pas la laïcité juive qui existait déjà, d'ailleurs, bien plus qu'on l'imagine à l'époque. Alors, il y avait un autre fond dans lequel il était possible de creuser, a-t-il pensé avec raison, c'était les fêtes, les rites et les solennités qui sont utilisables et qui pourraient convenir à la fois aux laïcs et aux religieux. Alors, je vous donne quelques exemples. C'est assez simple. Sukkot, la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, c'est une fête religieuse qui rappelle la pérégrination des Hébreux à leur sortie d'Égypte, etc. Dieu est là, mais en même temps, de façon extrêmement plus générale, ça rappelle à tout individu de la planète la précarité de la vie. Parce que vivre sous une espèce de cabane qui n'a pas de toit ou quasiment, et quand il pleut, il fait froid, etc., la vie est précaire. Et le toit peut s'effondrer à tout moment. Pessah, la Pâque, c'est vraiment l'intervention de Dieu qui fait sortir son peuple à bras étendus et forts de l'esclavage égyptien. Mais pour tout qui est extérieur au judaïsme, c'est le thème de la libération et du droit à la liberté. Ça marche. Shavuot, la Pentecôte, c'est la fête du don de la Torah au mont Sinaï, c'est religieux, mais c'est la fête de la moisson en même temps. Donc on peut donner une dimension agricole à la chose. Hanouka, fête des lumières, tout le monde connaît ça du chandelier, mais c'est peut-être aussi tout simplement miracle, mais c'est peut-être aussi simplement le rappel des révoltes, le ghetto de Varsovie et ainsi de suite. Vous voyez? Donc il a cherché des éléments sur lesquels construire cette société qui pourrait parler aux deux, en excluant ce qui n'était pas identifiable comme référent accessible aux uns ou admissible par les uns et pas par les autres. Alors, c'est un peu ça. Alors, il y a un troisième élément, les commémorations. Alors, elle en a créé, il s'en est créé plus tard, bien entendu. Yom HaZikaron, la mémoire des soldats tombés, Yom HaMatzmaut, l'indépendance. Donc, il y a aussi des commémorations spécifiques, voilà, qui sont même un peu fêtées dans la diaspora aussi. Et donc, si vous voulez, c'était là, chez Ben Gurion, la création d'un socle identitaire qui combinait identité juive d'une part et identité israélienne d'autre part. Ça donne évidemment un certain nombre de résultats auxquels il faut ajouter, j'ai oublié encore, on les oublie toujours, pourquoi les oublier, c'est ma faute, une culture nouvelle qui est en train de naître là, tout simplement littéraire par exemple, sous la plume de grands écrivains, Amos Oz, Abraham Yehoshua, David Grossman, une population, un peuple donne en général des auteurs et des penseurs, et donc une culture nouvelle. La musique, le cinéma, allez voir Netflix, il y a plein de films israéliens qui d'ailleurs conquièrent plus ou moins la planète. Il y a une nouvelle culture aussi, spécifiquement, qui est en train de se former. Et donc, on a, si vous voulez, dans ce pays, une sorte de glissement, plus ou moins lent ou plus rapide, selon le goût des uns et des autres, vers une identité séculière et moins religieuse, sauf chez les orthodoxes, ultra orthodoxes. Chez eux, ça ne bouge pas tellement. J'ajoute encore quelque chose auquel on fait rarement allusion. C'est à cette étrange mouvance qu'on a appelée en 1948, et même un peu, non, avant 48 encore, des Cananéens. Qu'est-ce que c'est Cananéen? Beaucoup d'entre vous le savent. C'est né vers les années 40, juste au début de la guerre. L'idée était, dans un certain milieu juif, de couper les ponts. Vous voyez ce qui allait arriver, et ce que l'identité juive et la judaïté allaient réserver aux juifs, bien sûr. Eh bien, de couper les ponts avec l'histoire juive, de la diaspora, et créer une identité, c'est eux qui avaient employé le mot, sémitique, qui serait une identité sémitique propre à toute la région. L'idée a disparu en 1948, remplacée par Ben Gurion et ses idées à lui, mais l'idée est en train de revenir, de nos jours, dans les têtes et sur la plume d'un certain nombre d'écrivains universitaires et artistiques israéliens,
pour une raison que l'on peut comprendre, ou pas partager, ou partager comme on voudra, qui est la soif extrême d'Israël vers la normalité. La normalité. Ben Gurion en avait déjà parlé, il avait dit, vous savez, cette fameuse phrase, Israël sera un État normal quand il aura ses voleurs, ses bandits et ses putes. Ouais, oui, c'est déjà cette époque-là, hein, ce désir. Mais cette idée revient d'une normalité. Et on n'entendra pas, comme Ben Gurion l'avait dit, mais une normalité, mes très chers amis, qui ferait que Israël ne serait pas tous les jours à la une des journaux. Pour n'importe quoi. N'est-ce pas, quelqu'un a perdu son porte-clés, voilà, et un gamin l'a trouvé, il y a un article encore dans le journal, vous comprenez? Donc, on en parle avec mesure et de façon plus raisonnable. C'est un besoin que l'on peut comprendre, d'une sorte de normalité, et aussi, parce que ça fait partie de cette mouvance-là, non seulement l'espérance de l'avènement d'une normalité, mais aussi de la prise en compte peut-être plus efficace de la minorité arabe, qui, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, j'en aurai fini dans 2 minutes, ne peut pas s'identifier à un État sioniste et juif, c'est pas possible, ils sont arabes et musulmans, l'identification ne marche pas, et ne peuvent pas non plus chanter la Hadikva, et ne sont pas concernés par la loi du retour. On comprend évidemment cette idée-là, et donc c'est de demander à quelqu'un qu'Israël devienne, c'est eux leur idée, qu'Israël devienne, dans quel avenir, on n'en sait trop rien, un État de tous ses citoyens, c'est-à-dire un État libéral à l'occidental, avec comme critère majeur la citoyenneté et non la religion ou l'ethnicité. À ma montre, il est 6h05. J'ai déjà beaucoup parlé, et j'ai beaucoup dépassé le temps qui m'était donné. Donc, sans conclusion plus forte que celle-là, j'arrête ici. Merci de m'avoir écouté.